Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Ce week-end, s'est passé évidemment beaucoup de choses et vous savez évidemment que s'est passé beaucoup de choses en Ukraine autour de la tech. On va évidemment faire le résumé de toutes les news sur le front et on commence évidemment avec la vague de boycott de la part d'entreprises, notamment occidentales, envers la Russie. On commence avec les entreprises qui ont limité ou complètement stoppé leurs ventes envers la Russie. Microsoft, par exemple, l'a déclaré vendredi, de même que Google, après avoir commencé stopper les vannes sur son service YouTube. Samsung également vient de stopper de la livraison et l'importation de tous ses produits en Russie, et c'est beaucoup de types de produits différents. Côté argent, la plateforme PayPal vient aussi de couper ses services en Russie, et vous allez voir, ça ne s'arrête pas ici. Airbnb, qui avait annoncé fournir 100 000 logements momentanés pour les réfugiés ukrainiens, vient de stopper aussi toutes ses opérations du côté de la Russie. Côté géolocalisation maintenant, Apple, qui je vous rappelle a déjà stoppé la vente de ses produits via son store en Russie, vient de déclarer la Crimée comme faisant partie de l'Ukraine sur son Apple Plan. Évidemment, c'est un geste assez politique. Et de son côté, Snapchat vient de stopper sa heatmap de la même manière que d'autres services de géolocalisation comme Google Maps, pour protéger les déplacements et la localisation des civils, notamment en Ukraine. Pour l'instant, ça va être un petit peu stoppé. Côté médias, évidemment, les réactions sont aussi très nombreuses. On commence avec Reddit, qui a décidé de supporter la cause ukrainienne en stoppant notamment beaucoup de subreddits et de propagande pro-russe. Wikimedia et Wikipédia qui ont décidé de ne pas céder à la menace de l'État russe. Je vous rappelle que ce dernier considérait qu'il faisait de la propagande et des fake news sur leurs articles sur le conflit en Ukraine, et ils avaient dit qu'ils bloqueraient Wikipédia en Russie s'ils ne retiraient pas ces articles. Évidemment, Wikipédia ou Wikimedia qui n'ont pas reculé. De son côté, Meta continue ses efforts pour faire le tri entre le bon et le faux, et notamment les news de propagande et de fake news. Voilà, c'est bien que Meta se réveille un petit peu parfois. Et TikTok fait également un tri là-dessus sur les contenus. On a vu notamment beaucoup d'influenceurs TikTok et de comptes TikTok ces derniers jours réciter un discours pro-russe, et TikTok s'en est rendu compte et va évidemment tenter de mettre un peu de contexte autour des contenus de propagande là-dessus, voire de bannir certains utilisateurs et utilisatrices. Côté toujours contenu, Netflix, qui après s'être retiré progressivement de ses opérations en Russie, vient de stopper littéralement complètement son service en Russie. De toute façon, je pense qu'ils allaient se faire censurer tôt ou tard. Et côté jeux vidéo, ça réagit beaucoup. Activision Blizzard se coupe du marché russe. Electronic Arts se coupe également du marché russe. Electronic Arts qui était déjà pas mal en bisbille via The Sims 4, je vous l'avais déjà expliqué, et NHL 2022, FIFA 2022. Et puis on apprend aussi via le site russe de Nintendo que le eShop n'est désormais plus accessible aux joueurs et aux joueuses russes. Et enfin, dans l'e-sport, c'est le géant des événements ESL qui vient d'annoncer que les athlètes et pro-gamers russes ne pourront plus participer que sous une bannière neutre, un peu comme au JO, et plus sous la bannière russe qui est désormais bannie de ces tournois. Dernier petit point jeu vidéo, c'est John Romero qui lui a annoncé sortir un level inédit pour Doom 2, vendu 5 € et dont tous les bénéfices iront pour des causes humanitaires pour l'Ukraine. On revient un peu aux plateformes et les plateformes qui elles-mêmes ont été délistées. On va voir comment la Russie a réagi de son côté un petit peu, et le ministère de l'information de masse, le Roskomnadzor, a annoncé qu'ils avaient bloqué notamment Twitter et Facebook de leur réseau. C'est évidemment l'escalade sur cette sorte de bras de fer médiatique entre les plateformes et les gouvernements, ici le gouvernement russe. On rappelle aussi que certains autres services de Meta ne sont pas bloqués. Donc si Facebook est bloqué, WhatsApp et Instagram notamment ne le sont pas, ce qui est un petit peu étonnant. Autre point, la Russie sur son territoire vient de mettre en place une loi anti-fake news. Toute personne promulguant certains discours ou diffusant certains discours anti-guerre ou critiquant l'État ou l'action russe en Ukraine pourrait se voir partir en prison pour jusqu'à 15 ans selon cette nouvelle loi. Autant vous dire que ça ne rigole pas du côté de la censure du côté russe, et ça a été mis en place immédiatement. Autre point, Russia Today, je vous rappelle, le média financé par le Kremlin qui a été déprogrammé d'absolument toutes les plateformes occidentales, va se retrouver sur Rumble, la dernière plateforme qui ne l'a pas délisté. Parlons maintenant accès à Internet avec ce cher Elon Musk, qui est évidemment toujours très actif sur tout ce qui est Russie et Ukraine. Elon Musk qui a commencé déjà à faire une Elon Musk, c'est sur un tweet, il a expliqué que lui, contrairement à tout le monde, ne bloquera pas les médias russes, puisque c'est un absolutiste de la liberté d'expression. Je vous laisserai débattre sur la notion de liberté d'expression, de neutralité dans les commentaires, en toute bienveillance, bien sûr. En attendant, il continue aussi, de l'autre côté, à livrer des antennes et des paraboles Starlink pour équiper l'Ukraine, qui, je vous le rappelle,
rappelle, est en train de perdre des pans entiers d'électricité d'Internet sur certains territoires, au nord-est notamment. Donc voilà, nouveau chargement de paraboles Starlink qui arrive. Et Elon Musk qui met en garde les utilisateurs de Starlink, notamment en Ukraine, puisqu'il explique que ça pourrait devenir des cibles de frappe russes. Donc il explique que notamment lorsque vous allez utiliser Starlink, faites-le à bon escient lorsque vous en avez vraiment besoin et peut-être pas pour regarder et binger des séries Netflix. Et puis mettez vos antennes loin de vos habitations puisqu'elles peuvent subir peut-être des frappes et devenir des cibles, et tentez peut-être de les camoufler un petit peu pour bien ne pas vous faire détecter visuellement. Beaucoup de spécialistes rappellent qu'aujourd'hui une connexion satellite peut facilement être traquée même si on ne la voit pas visuellement. Donc encore une fois, attention pour les gens qui utilisent Starlink en Ukraine, mais ce sera peut-être la seule manière puisque les attaques font que désormais des infrastructures entières perdent Internet et l'électricité, notamment autour de Mariupol et Sumy et autres régions du nord-est et villes du nord-est de l'Ukraine. Justement, c'est la bataille de l'accès à Internet et on le voit aussi que l'accès à Internet en Russie est en train de se dégrader fortement, notamment Cogent, qui est une entreprise qui livre qui livre des backbones pour connecter des pays littéralement et des continents entiers Internet, vient d'annoncer qu'ils arrêtaient leur service en Russie. Du coup, le service Internet va beaucoup se dégrader et ça relance le débat du faut-il couper Internet à la Russie. L'ICANN a confirmé sa décision de ne pas couper l'Internet à la Russie. Ils reprennent le point ici de beaucoup de spécialistes qui expliquent que ça met en danger surtout les populations russes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec le Kremlin, mais on est en train de punir un pays entier, de le couper d'autres sources, notamment d'informations et de communication, si on coupait l'Internet. Donc l'ICANN ne bloquera pas là-dessus l'accès global à la Russie, même si ce dernier est en train de se dégrader. Pendant ce temps-là en Russie, qu'est-ce qu'on fait côté russe pour avoir Internet ? On commence à utiliser des VPN et on a vu notamment une hausse sensible, plus 1900% sur ces derniers jours de demandes d'inscription sur des VPN de la part des netizens russes pour avoir accès à un Internet qui devient de plus en plus loqué, de plus en plus dégradé, vraiment très compliqué. Est-ce qu'avant un VPN va aider certains internautes russes à s'exprimer ? En tout cas, pour l'instant, avant d'avoir des VPN, ils utilisent surtout Pornhub. Oui, dans un reportage de Motherboard, on se rend compte que beaucoup de membres de Pornhub, c'est-à-dire des acteurs ou des actrices professionnels, des travailleurs et travailleuses du sexe ou des couples amateurs, ou des amateurs tout court, utilisent leur chaîne Pornhub pour l'instant pour diffuser ce qu'il se passe en Russie et en Ukraine. Et ce sont des plateformes qui ne sont pas notamment encore censurées. Et donc des appels à la paix, des manifestations, etc. Et Pornhub est en train de devenir pour certains internautes russes et ukrainiens, un endroit pour s'exprimer encore librement avant, j'imagine, la prochaine censure. Autre point plus étonnant, mais qui touche toujours la tech autour de l'Ukraine, il y a des pénuries à venir, des pénuries de composants. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs d'un gaz qui est à base de néon, qui sert notamment à créer des semi-conducteurs, un des principaux fournisseurs. Et vu que l'Ukraine est en crise, c'est-à-dire qu'ils n'ont littéralement plus d'électricité et qu'ils sont en guerre, on pourra avoir une nouvelle vague de pénuries de semi-conducteurs, même si c'est évidemment le cadet de nos soucis par rapport à ce qui se passe là-bas. Pour beaucoup de gens, ça va continuer à créer des embouteillages et des listes d'attente et des prix qui augmentent. Autre pénurie auquel on va peut-être avoir droit, ce qu'on appelle les gig workers, c'est-à-dire les travailleurs à la tâche qui pullulent notamment sur Internet, donc notamment sur des services comme Fiverr qui vous permettent d'avoir pour $5 un logo, ou d'avoir une fonte, ou d'avoir une retouche, ou d'avoir un montage vidéo, ou d'avoir des voix, ou d'avoir des photos de banques d'images. On se rend compte, notamment Wired se rend compte via cet article d'Ariane Marshall que l'Ukraine et beaucoup de pays de l'Est étaient des champions avec beaucoup de gens qui gagnaient leur vie en tant que des gig workers puisque le niveau de vie plus faible dans les pays de l'Est leur permettait d'être très compétitifs, notamment là-dessus. Désormais, avec l'Internet et surtout la sécurité de ces personnes qui disparaît, ces plateformes elles-mêmes ont beaucoup moins de fournisseurs. Voilà le genre de conséquences moins connues là-dessus. Dernier point, la Russie a décidé de ne plus vendre de moteurs de fusée aux États-Unis. Ça peut vous paraître un peu anodin comme ça, mais on n'oublie pas que la Russie est l'un des principaux, voire le principal fournisseur de moteurs de fusée dans le monde, et notamment pour les États-Unis, puisqu'à part SpaceX, je crois que la NASA ne se fournit quasiment que chez les Russes, donc ça pourrait créer des gros problèmes à moyen et long terme sur les programmes de l'espace. Et enfin, petit point sur la Chine et la liberté d'expression, et la Chine qui ne sait plus quoi faire, puisqu'on se rend compte via l'ONG Great Fire que la Chine censure à peu près tout et n'importe quoi avec le service de censure gouvernementale, va censurer des gens qui sont pour la guerre et l'intervention russe, et va aussi censurer des gens qui sont contre la guerre et appellent à la paix ou appellent à boycotter la Russie. Donc en Chine, en attendant qu'ils prennent vraiment parti, ils sont un petit peu perdus là-dessus.
On enchaîne avec le reste de l'actualité, même si la transition est toujours un petit peu difficile, avec un nouveau téléphone de la part d'anciens de chez Essential. Je vous rappelle qu'Essential était une marque assez ambitieuse de téléphone Android qui n'a pas du tout fonctionné. Une partie est partie chez Nothing, la fameuse marque de Carl Pei qui a annoncé un smartphone pendant quelques semaines, avec un reveal au mois de mars. L'autre partie des employés, ils ont coupé l'herbe sous le pied de leurs anciens collègues en annonçant dès ce week-end l'OV1 et une nouvelle marque qui s'appelle Awesome, un téléphone qui reprend pas mal les codes justement des Essential avec un look assez sobre et des matériaux très nobles puisqu'il y aurait là-dessus de l'acier, de la céramique et du titane sur ces téléphones, rien de moins. Des téléphones qui sont promis pour être vendus bien moins de 1000 $, donc malgré leur positionnement et leur matériaux très haut de gamme, on aurait un téléphone, on va dire plutôt milieu de gamme. On a hâte de voir le petit duel entre les deux téléphones des anciens de chez Essential. On passe ce coup-ci à Samsung. Et je vous rappelle, Samsung qui s'est fait choper il y a quelques jours en train de ralentir pas moins de 10 000 applications de ces téléphones. C'était des forumers et des youtubeurs coréens qui l'avaient découvert. Ça s'est confirmé parce que Samsung a annoncé eux-mêmes qu'ils allaient mettre une mise à jour de leur téléphone pour retirer cela. Ils s'excusent bien sûr, donc ils confirment le problème. Et ça n'empêchera pas Samsung de se faire bannir de chez Geekbench, puisque Geekbench a découvert qu'il y avait donc ce fameux logiciel, je vous rappelle, le GOS, Game Optimizer Service, dans tous les téléphones Galaxy S10, S20, S21, S22, toutes les générations et tous les modèles. Et je vous rappelle que ce Game Optimizer Service détectait au nom de l'application s'il fallait être performant ou pas performant globalement. Donc ce n'était pas que pour gagner l'autonomie, c'était peut-être aussi un peu pour tricher dans les benchmarks. Et donc tous les téléphones Samsung de ces 4 générations qui sont désormais bannis ad vitam de Geekbench, un peu comme le OnePlus 9 Pro de l'époque, et qui ne reviendront pas, parce que selon Geekbench, c'était délibéré de la part de Samsung, puisque je vous rappelle, il fallait juste changer le nom de l'application pour qu'elle soit plus ou moins performante selon ce fameux logiciel Ghost de Samsung. Pas très bon point là-dessus, ça ne va pas arranger les affaires de Samsung, qui a déjà des problèmes avec ses Exynos 2200 et les performances et l'autonomie, etc. On enchaîne avec Apple. Demain, c'est la conférence Apple. Je vous rappelle qu'on la couvre en live avec Guillaume et Kevin dès 18h30. Rendez-vous sur la chaîne Twitch. Le lien est en dessous de cette vidéo, bien sûr. Dans les rumeurs qu'on a, on a évidemment de l'iPhone SE, on a de l'iPad Air, mais on aurait aussi potentiellement un écran 7K, tout à fait. C'est-à-dire une résolution supérieure à l'écran 6K 32 pouces vendu actuellement, mais peut-être moins cher que ce dernier, parce que je vous rappelle que le Pro Display XDR actuellement coûte pas moins de 5 000 € sans le pied de fixation, bien sûr. Est-ce qu'on aura un écran de plus haute résolution encore un peu plus grand en taille, mais moins cher demain ? Réponse, littéralement demain. Autre rumeur Apple, encore plus intéressante à mon sens, l'arrivée peut-être d'un Mac Studio. Qu'est-ce que ce serait qu'un Mac Studio ? Ce serait un Mac que beaucoup de gens attendent, c'est un Mac mini survitaminé. On avait d'un côté le Mac mini qui était tout petit, pas très puissant, de l'autre côté le Mac Pro qui était très gros, très puissant. Pourquoi pas avoir un Mac mini pas très gros mais très puissant ? Possibilité d'annonce demain avec ce Mac mini. On sait qu'il y aura un redesign du Mac mini, mais est-ce qu'il embarquera une puce M1 Max, voire M2, etc. C'est très possible selon Ming Chi Kuo, l'insider numéro 1 mondial d'Apple, qui a aussi leaké cette histoire de nouvel écran. On attend impatiemment de voir si les fans d'Apple auront enfin, et pour la première fois depuis des années, voire des décennies, une machine à la fois très compacte et très puissante. Autre machine très compacte mais un peu moins puissante, mais on l'aime quand même très fort, c'est la Nintendo Switch qui a fêté il y a quelques jours ses 5 ans. J'avais oublié de vous le dire. Joyeux anniversaire à la Switch. 5 ans est parti pour être la console peut-être la plus vendue du monde. Je ne sais pas si elle atteindra un jour la PlayStation 2, mais félicitations évidemment à Nintendo pour cette console. On sait que chez le constructeur japonais, des fois c'est un hit, des fois c'est un miss. Ce coup-ci c'est un vrai hit et on souhaite le meilleur pour les prochaines années. Et pourquoi pas cette fameuse Switch 4K ou Switch Pro qu'on attend depuis tellement longtemps et qui a fuité dans les attaques et les hacks et les fuites de chez Nvidia. On termine dans le hardware avec Rivian. Je vous rappelle que le constructeur de véhicules électriques, de pick-up électriques, s'était attiré les foudres de ses consommateurs puisqu'ils avaient annoncé la semaine dernière, d'un coup d'un seul, plus 12 000 $ ou plus 20% sur le prix de leurs véhicules, même si vous avez précommandé ces véhicules ne serait-ce qu'en 2018. Et vous aviez donc des véhicules qui passaient de 70 000 $ à plus de 80 000 $ d'un coup. Rivian, évidemment, invoquait la pénurie de composants qui touche tout le monde, et ce qui est vrai, mais ce n'est pas passé du tout. Et Rivian a dû faire marche arrière sur leur annonce de hausse de prix, puisque leur CEO vient d'annoncer que toutes les personnes qui avaient précommandé un Rivian R1T avant le 1er mars et l'annonce de l'augmentation de tarifs, aura sa commande honorée. Même les personnes qui avaient annulé leur précommande, parce qu'on avait vu des annulations de précommande en masse, elles peuvent relancer leur précommande et le prix et le délai de livraison sont honorés par Rivian. Donc voilà comment on essaie de rétro-pédaler dans la semoule quand on a annoncé une hausse de prix comme ça, aussi spectaculaire
aussi soudaine et aussi imposée. On termine enfin avec un petit peu de vie privée et on apprend, attention à vous, que tout le monde va pouvoir revenir au bureau chez Google, chez Twitter et chez Apple dans les prochaines semaines. C'est le retour, voilà. Mais attention si vous revenez chez Google et que vous utilisez notamment Google Meet, puisque une nouvelle fonctionnalité va permettre aux administrateurs réseau de surveiller la bande passante que vous utilisez. Donc voilà, si notamment vous êtes sur Google Meet mais que quelqu'un se rend compte que vous consommez beaucoup, ce sera dur d'expliquer à la personne que vous êtes sur une réunion Google Meet en 4K. Hein, voilà, ça se verra. Donc attention, c'est le retour du flicage au boulot ou peut-être même en télétravail. Et on imagine bien qu'on pourra fliquer en dehors de Google Meet la bande passante utilisée par les employés. Promis, j'ai jamais joué à Hearthstone. Promis. Voilà. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode spécial puisqu'il arrivera au moment où on sera en train de couvrir, je vous rappelle, la conférence Apple en live. À très vite. Ciao.